Nous nous retrouvons maintenant pour un nouveau moment privilégié, un échange qui donne lieu à l'enregistrement d'un podcast en direct sur cette scène. Et le titre de ce podcast, le voici, Changer le jeu. C'est l'occasion de questionner des parcours, mais aussi des transformations. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va voir que changer le jeu, c'est pas forcément faire table rase du passé. Ce n'est pas bouder ce qui a un jour pu être, comme vous allez nous l'expliquer. Clémentine Collin-Richard, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors Clémentine, vous êtes présidente de la Fédération française de la chaussure. Vous défendez évidemment les entreprises du secteur et puis le Made in France. Un Made in France que vous connaissez bien parce que les chaussures, votre famille en fabrique depuis 4 générations. Votre arrière-grand-père a fondé la marque Paraboot et vous êtes d'ailleurs encore aujourd'hui administratrice de l'entreprise familiale. Alors c'est assez amusant parce qu'en fait on parle de Made in France et puis finalement Paraboot, c'est un nom qui est assez inspiré de l'étranger. Est-ce que vous pourriez revenir sur les origines de cette marque ? Oui, merci de me donner l'occasion de faire une histoire familiale. Donc, oui, le cuir, en fait, je suis tombée dedans quand j'étais petite, puisque mon arrière-grand-père a fondé donc la société, mais qui s'appelle Richard Ponvert, mais que, bon, ça va pas vous parler. On parle souvent de Paraboot. Paraboot, donc, ça a été déposé en 1926. Et en fait, c'est suite à un voyage où, après la Première Guerre, avec son passeport, sa valise en carton et son chapeau, il est parti à l'aventure des États-Unis, enfin des Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et en Amérique du Nord, en fait, il a découvert une chaussure qu'on appelait les boots. Et après, il est allé découvrir l'Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, il a découvert l'EVA. L'EVA, d'où ressort en fait le lait d'EVA avec lequel on fait le caoutchouc. Et en fait, il s'est passionné par cette matière qui lui a donné des idées en disant aujourd'hui, nous, on n'a que des semelles en bois ou des semelles en cuir quand on a un peu de la chance. Et c'est quand même pas évident. Lui, il était essentiellement agriculteur, dans le monde agricole, métier de bouche, et d'avoir des semelles en bois ou de faire de la montagne, puisque moi, je suis une iséroise pure souche, donc entourée par la Chartreuse, le Vercors, les Alpes. Et de crapahuter en montagne avec des semelles en bois, c'était pas bien. Donc, pas facile. Et en tout cas, il s'est dit, cette matière peut me permettre de faire quelque chose. Et en fait, cette matière, elle était exportée d'Amazonie par le port de Para. Donc, en effet, si on a un peu suivi, il a fait énormément de recherche marketing et il a créé la marque Paraboot. Après, la connotation anglo-saxonne, il faut se remettre à l'époque, c'était aussi tous les codes du haut de gamme et du luxe. On parlait avec la langue anglaise, d'où la marque Paraboot, d'où un certain nombre de noms de modèles chez nous qui ont une connotation anglo-saxonne, ou même le système de pointure qu'on utilise. Alors d'ailleurs, on ne pourra pas le voir en podcast, mais vous avez des super chaussures Paraboot en fourrure qui sont franchement extra. Pour revenir à votre entreprise familiale, donc vous avez joué un rôle dedans, vous y avez travaillé en tant qu'opérationnel et puis aujourd'hui vous êtes administratrice. Finalement, pourquoi est-ce que vous avez changé ? Pourquoi est-ce que vous êtes passé de l'un à l'autre et qu'est-ce que ça change aussi dans la façon d'aborder la direction et la stratégie de l'entreprise ? Alors, déjà, ça a été une quête, je pense, assez rapide de rentrer dans l'entreprise pour comprendre en fait l'histoire familiale, pour comprendre aussi ce qui happait mon père pendant des années où j'aurais peut-être aimé qu'il joue un peu plus au ballon avec moi ou fasse du vélo. Donc, il y avait cette notion de connaissance de la famille. Il y avait une notion produit. En fait, très tôt aussi, j'ai aimé le produit, j'ai aimé la matière. En fait, la matière cuir, pour moi, est juste une matière exceptionnelle. Donc, je suis rentrée dans les années 2000, m'occuper du réseau des boutiques. Et après, j'ai repris aussi la tête des collections. Et puis, à un moment donné, en fait, il y avait une notion de manquer d'air. Alors, j'ai fait une première pause en reprenant mes études. D'ailleurs, ici à Lyon, j'ai fait un executive MBA. Parce que c'est dur de travailler en famille ou parce que c'était un secteur très exigeant, ce manquer d'air ? Je pense que c'est une jolie recette avec tous ces ingrédients. D'accord. La famille, c'est pas simple. La vie personnelle, c'est pas simple. Être maman, 3 enfants en bas âge. Un milieu qui est très masculin. J'étais la première femme à accéder à des postes de responsabilité. Mais je dirais aussi parce qu'une entreprise familiale, en tout cas c'est comme ça que chez nous ça fonctionne, c'est pas parce que vous êtes la famille que je dirais ça vous est acquis. Et au contraire, il faut peut-être mettre les bouchées doubles pour pouvoir, je dirais, œuvrer dans l'entreprise. Donc tout ça mis bout à bout, j'avais besoin un peu de respiration.
Et l'EM m'a permis de faire ça avec donc un executive MBA. Derrière, ce que je n'avais pas prévu malheureusement, c'est que mon père soit victime d'un AVC et qu'en 2013, il soit, alors il était encore président des entreprises, et il soit complètement en fait sorti du sérail. Et ça, je pense que ça m'a fait réfléchir aussi un peu, autant à ma condition de femme, vie personnelle, vie professionnelle. Je pense que j'avais à cœur aussi d'être auprès de lui. Il avait besoin, il est resté hémiplégique suite à cet accident. Donc j'ai remis un peu mes perspectives, j'ai remis mes gros cailloux, mes petits cailloux dans mon vase. Et je me suis dit, en fait, je peux être partie prenante de l'entreprise, parce que de toute façon, elle fait partie de moi. On est aujourd'hui une entreprise 100% familiale. Et par la gouvernance, j'avais l'opportunité de continuer à m'en occuper, mais sans être dans l'opérationnalité, sans être dans le quotidien qui, à un moment donné, pour un chef d'entreprise, est aveuglant, en fait. Oui. Et on oublie qu'il faut avoir le moyen long terme. On a besoin de ça, les entreprises. Qui plus est familial sur plusieurs générations. Oui, surtout quand on a l'objectif que ça le reste, mais d'anticiper. Et ces anticipations, en fait, voilà, j'étais plus capable de le faire avec le quotidien professionnel, le quotidien personnel. Donc oui, j'ai décidé, ça fait un peu moins de 10 ans, de quitter mes fonctions opérationnelles et de me concentrer sur la gouvernance. Alors la gouvernance, c'est un mot un peu valise, on peut y mettre beaucoup de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous en matière de gouvernance, pour votre entreprise et peut-être aussi plus largement? Alors en effet, oui, gouvernance, c'est difficile d'ailleurs de donner une définition. Tout à fait. Moi, en fait, je le vois comme une façon de s'occuper d'une entreprise, d'être impliqué. Tout en gardant du recul, parce que c'est vraiment l'importance justement, c'est de ne pas tomber dans ce piège du quotidien. J'en ai fait d'ailleurs une des missions de la société de conseil que j'ai créée. En fait, tout ce qui va être tourné autour de la solitude du dirigeant, de cette perte de regard en fait vers l'avenir, qui emmène malheureusement beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans les difficultés. Et c'était aussi pour moi retrouver une place de l'humain au milieu de tout ça. C'est-à-dire comment faire fonctionner ensemble les actionnaires, la direction générale, puisqu'on avait fait le choix aussi en même temps de confier la direction générale à quelqu'un qui n'était pas issu de l'entreprise, qui n'était pas issu de la famille surtout. Donc voilà, de casser un petit peu des codes. Et nous, quand on parle famille, alors il y a la famille Richard Convert qui est actionnaire, mais il y a surtout la famille des clients, des fournisseurs. Et j'oublierai pas les hommes et les femmes qui sont nos collaborateurs. Et aujourd'hui, on est un petit groupe de 200 personnes. Donc c'est un petit peu comment mettre tout ça en musique. Et pour moi, c'est l'enjeu de la gouvernance. Alors on parle de changer les règles du jeu. Et là, vous êtes à la fois dans les notions un peu pas du passé, mais de renouer des liens, de remettre ensemble des parties prenantes qui existent, qui sont des parties prenantes historiques, tout en bâtissant l'avenir. Donc finalement, les règles du jeu, on en fait quoi? Est-ce qu'il faut les changer? Est-ce qu'il faut les transformer, les adapter? Alors aujourd'hui, on aime bien changer, on aime bien renverser la table. Alors je sais pas, peut-être un côté plus facile, pour moi un côté très anxiogène. Et puis pour citer Michel Houellebecq dans son livre La carte et le territoire, à un moment donné, pourquoi opposer tradition et modernité? Pourquoi la tradition, en fait, aujourd'hui, elle ne pourrait pas être 4.0? Elle ne pourrait pas être la modernité de demain. Je pense moi, c'est rassurant. Je suis issue d'une entreprise qui est issue du terroir. Je vous ai parlé du monde agricole, donc on a bien les deux pieds sur terre, pour pas dire dans la boue, dans autre chose. Mais ça nous donne un socle, ça nous donne des racines et des valeurs. Et je pense qu'on a besoin de ça pour faire de l'innovation, pour faire de la modernité. Et aujourd'hui, j'y crois beaucoup. Et pour faire tout ça, on a besoin d'hommes et de femmes. Pour parler encore un peu du passé, mais dans un bon sens, je voudrais revenir sur une anecdote que vous m'avez racontée quand on a préparé ce podcast. On le sait, la vie d'une entreprise est quand même loin d'être linéaire. La vôtre a une histoire assez ancienne. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et dans les bas, vous avez été chercher de l'aide. Est-ce que vous pourriez nous raconter là où vous avez trouvé de l'aide? Alors, oui, en effet, la vie d'une entreprise, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais je pense que c'est valable pour plein d'entreprises, mais aussi plein de personnes. Et en fait, dans les années fin 70, l'entreprise s'est retrouvée en difficulté. Je fais beaucoup de parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui, la crise énergétique qu'on a subie. En 74, il y a eu un choc pétrolier, il y a eu des dévaluations de monnaie.
Il y a eu de l'inflation auquel les gouvernements ont décidé de mettre fin aussi, comme ça se passe aujourd'hui. Donc en fait, les banques ont coupé les vivres d'un certain nombre d'entreprises qui vivaient, je dirais, à compte ouvert en fait. Et par à bout, Richard Convert s'est retrouvé dans cette machine à laver. Donc on n'avait plus de quoi acheter de la matière, on n'avait plus de quoi payer des salaires et donc produire, alors qu'on avait des commandes en fait, parce que la mode venait de changer. Et la mode jusqu'à maintenant, c'était un costume cravate que je vais appeler plutôt noir, chemise blanche, cravate noire, enfin un look très strict. Donc il y avait une chaussure stricte qui allait avec. Et tout d'un coup, les Italiens, les faiseurs de mode, sont arrivés avec de la laine, du velours côtelé, du tweed. Et forcément, la chaussure stricte noire, elle n'allait plus dans le paysage, quoi. Mais par contre, ils nous connaissaient, parce que nous, on avait un fort développement à la montagne, avec une autre marque du groupe qui s'appelle Galibier. Et d'ailleurs, voilà, petit teasing qui va revenir sur l'été prochain avec de nouveaux modèles. Et on vendait déjà à travers le monde, à travers les Alpes, mais aussi aux États-Unis. Et ils nous ont dit, en fait, nous, on veut ce type de chaussures. Et le type de chaussure, c'est celui que vous ne verrez pas dans le podcast, mais c'est celui que j'ai au pied. C'est la Michael, qui aura 80 ans l'année prochaine. Et voilà, on avait un carnet de commandes plein, mais on n'avait pas de quoi alimenter la machine, ce qui est aussi le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et donc, en fait, on ne pouvait plus se tourner vers les banques. On ne parlait pas de business angel, on ne parlait pas de tout ça à l'époque. Donc, mon père, il pouvait se tourner soit vers ses clients, qui étaient là pour donner les commandes et qui ont joué le jeu, soit vers les fournisseurs. Et on avait un fournisseur, un tanneur, avec lequel on travaille toujours aujourd'hui, situé en Alsace. Une famille qui avait aussi connu un drame assez important puisque le père et le fils avaient été tués dans un accident de voiture et la maman, avec son plus jeune, avait dû reprendre l'entreprise. Et en fait, mon père s'est tourné vers eux et leur a dit, voilà, moi j'y crois. Et si vous faites le pari avec moi, si vous me donnez pour l'instant la marchandise dont j'ai besoin pour alimenter et répondre à mes commandes, je vous paierai tout. Ils l'ont fait ? Et ils l'ont fait. Ils ont pris le risque avec nous et on a pu tout leur rembourser. Et là où je suis encore un peu plus fière de cette histoire, c'est qu'il y a quelques années, la maison Degerman a été en difficulté. Et en fait, on a pu à notre tour leur rendre l'appareil. Aujourd'hui, ils appartiennent à la maison Chanel et ils ont un très bel avenir devant eux. Donc, j'en suis ravie. C'est extraordinaire, cette histoire de solidarité réciproque. Ça serait le cas encore aujourd'hui, ce serait possible. À demain, si vous avez des difficultés, vous avez en tête 2 ou 3 fournisseurs, partenaires, clients vers qui vous pourriez vous tourner ? Alors, moi, j'ai envie d'y croire en tout cas. Grandement, Ingrid. Et c'est marrant que vous me posiez cette question parce que j'ai l'occasion régulièrement de raconter cette histoire parce qu'elle m'est chère et c'est vraiment un des fondamentaux aussi de l'entreprise. Et la maison des Herman, en fait, qui appartient, je vous ai dit, à la maison Chanel, a posé la question, en fait, en disant, et si demain, un de nos clients se trouvait en difficulté, est-ce qu'on irait les aider comme on l'a fait pour la maison Richard Convert à l'époque ? J'ai pas eu la réponse, mais en tout cas, ça veut dire qu'on est plusieurs encore, chefs d'entreprise, dirigeants, managers, à y croire et à vouloir croire à cette solidarité qui est valable sur un territoire, qui est valable pour moi au niveau national, mais qui est valable aussi entre des clients et des fournisseurs. Et qui dépasse, vous pensez, le fait que ce sont des entreprises familiales ou qui est intrinsèquement lié à cette spécificité ? Alors, je pense que l'entreprise familiale, l'avantage qu'on va avoir, c'est peut-être un système de prise de décision qui peut être peut-être plus rapide, plus connecté aux valeurs de l'entreprise, mais c'est à surveiller. Je peux vous dire, même dans notre entreprise aujourd'hui, c'est à surveiller parce qu'on peut être rapidement perdu, happé par d'autres choses. Mais je veux y croire que même dans des grands groupes, à un moment donné, et là encore, je reviens sur l'humain, merci Ingrid de me permettre ce parallèle, c'est qu'une entreprise, c'est avant tout des hommes et des femmes. Et à un moment donné, si on y croit, moi, je veux qu'un manager puisse venir voir sa chaîne de direction, sa chaîne de décision et dise, là, il y a une super opportunité, quoi. Et en ça, moi, je veux croire qu'aujourd'hui, c'est possible. Alors, je voudrais revenir sur un autre de vos rôles, qui est celui de présidente de la Fédération française de la chaussure. Là, vous êtes au sein d'un écosystème d'entreprises françaises. Comment est-ce qu'il se porte, cet écosystème ? On a discuté dans un autre podcast un peu plus tôt dans la matinée des hauts et des bas du monde de la chaussure, notamment à Romans-sur-Isère. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il se porte plus largement cet écosystème de la chaussure ? Et puis,
Quel va être un peu votre rôle pour promouvoir ces entreprises françaises? Alors, déjà, mon rôle, quand j'ai été élue la première fois, il y a un peu moins de 4 ans maintenant, ça a été de faire connaître cet écosystème. Il manquait de visibilité? Alors, pour moi, il manquait de visibilité, mais surtout, on lui taguait une étiquette de les entreprises de la chaussure, mais c'est valable pour beaucoup d'industries. Euh, qui est le côté un peu non mais c'est Zola quoi, c'est Zerminal, c'est on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité et les toilettes c'est au fond du jardin. Donc je voulais casser ce code-là, et pas seulement parce que Paraboot avait eu la chance il y a un peu moins de 10 ans maintenant de créer une nouvelle entreprise de toutes pièces sur le territoire isérois, et ça s'était pas fait depuis de 40 ans, mais simplement parce que c'est pas la vraie perception qu'on doit avoir des entreprises. On a des savoir-faire artisanaux, on en a parlé, mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas des entreprises qui sont 4.0 pour les faire actifs, enfin pour les rendre actifs. Donc moi j'avais déjà cette première mission, c'est de faire valoir ces savoir-faire, de montrer les hommes et les femmes qui sont derrière les entreprises, puisqu'aujourd'hui on parle d'entreprise familiale, mais on parle aussi de reprise d'entreprise par des jeunes générations. On parle de création de zéro d'ateliers de fabrication. Et ça, je me disais qu'il faut qu'on en parle parce que ça donne un côté beaucoup plus sympathique à la profession, si vous me le permettez, et surtout beaucoup plus dynamique. Recréer de l'attractivité, attirer les talents. Exactement. Et je pense qu'on a aussi notre part de responsabilité en tant que chef d'entreprise, et je le prends pour moi, pour Paraboot aussi, c'est qu'à un moment donné, on a oublié de faire la promotion de nos métiers. On a oublié de montrer ce qui se passait de l'autre côté du mur de l'entreprise. On n'a pas ouvert nos portes. Donc aujourd'hui, on dit je ne comprends pas, j'ai personne qui vient postuler, qui poste son CV. Mais en fait, aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est que faire une chaussure. Moi, j'ai des gens, quand je leur fais visiter, ils me disaient « Ah, mais moi, je pensais qu'on appuyait sur un bouton et que la chaussure, elle ressortait toute faite de l'autre côté. » Je dis « Écoutez, j'ai eu la chance de voyager à travers le monde, de voir un certain nombre d'entreprises, certaines beaucoup plus 4.0 que d'autres, mais je n'ai encore jamais vu une entreprise où la chaussure sortait toute faite à la fin. » Donc voilà, il faut qu'on en parle. Il faut qu'aussi Enfin, moi, je fais beaucoup de travail école-entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille mettre dans la tête de nos jeunes, et le plus tôt possible, que travailler à l'entreprise, c'est bien. Que travailler dans l'entreprise, dans l'industrie, on peut faire des très belles vocations. Dans industrie plus généralement, effectivement, Exactement. Il y a un véritable enjeu de recrutement. Exactement. Après, je ne vais pas vous cacher, aujourd'hui, c'est un vrai challenge d'avoir une entreprise industrielle et de faire de la chaussure. Mais comme toujours, l'écosystème est dense, donc il y a des gens qui sont en difficulté, voire en grande difficulté. On parle de plus de 66 000 faillites d'entreprises, voilà, des nombres qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Des entreprises de la chaussure en font partie. Mais on a aussi des très belles réussites. Celles qui sont en difficulté aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'il y a des... On revient sur la thématique là, des règles. Est-ce qu'il y a des règles qu'il faudrait changer, des règles qu'il faudrait faire sauter, ou des règles qu'il faudrait instaurer pour les protéger? Alors, la notion de règle est toujours compliquée. Pour moi, déjà, une entreprise, elle doit être impliquée, et on l'a vu avec Christophe Chevalier, il en a très bien parlé de ce qu'il a fait sur Romans-sur-Isère et toute l'agglo et la métro de Valence. C'est qu'à un moment donné, un territoire doit être fier de ses entreprises. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Et aujourd'hui, il se passe des choses dans les territoires qu'on n'arrive pas à monter au niveau national. Bon, peut-être qu'un jour, on y arrivera. Mais je veux croire à la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui est la première région pour la chaussure, où aujourd'hui, toute la région est impliquée et dispose de fonds aussi pour les entreprises. Et quelque part, n'attend pas que l'entreprise soit au tribunal du commerce, parce que là, c'est quand même assez trop tard. Donc, il y a cette notion de partenariat, je dirais, région-territoire avec les entreprises. Il y a une notion aussi... il y a des modèles qui aujourd'hui doivent se réinventer. Est-ce que ça doit passer par la mort de l'entreprise? Dans certains cas, peut-être. Mais ça doit surtout passer par réinventer. Et moi, je crois beaucoup, par exemple, sur le Made in France. Aujourd'hui, on a un engouement sur le Made in France. Alors, je ne suis pas une ayatollah du Made in France. Il y a des choses, l'EVA, mon grand-père ne l'aurait jamais trouvé sur le territoire français ni européen. Donc le caoutchouc, on continuera à le faire venir de loin. Et c'est la même chose pour d'autres matières. Mais par contre, tant qu'on aura cette ouverture, cette croyance en notre système, parce qu'aujourd'hui, le Made in France, quand je vais à l'international, c'est des étoiles dans les yeux. Quand je vais en France, et j'aime bien être optimiste, on va déjà me dire c'est de l'emploi. Et là, j'ai déjà gagné une super bataille. Mais souvent, on va me dire c'est cher.
C'est basé sur un système économique français. Donc je reviens à votre notion de règles. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on veut vivre dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on assiste les gens, où on aide les gens à créer leurs entreprises, à avoir des difficultés quand ils l'ont en santé ou en passage professionnel? Il faut qu'on réfléchisse à ça. Et pour moi, c'est ça qui donne l'enjeu des règles ou pas. Après, la simplification, j'aimerais bien la voir sans qu'on rajoute 10 pages au code. Ça se confronte aussi, ce que vous expliquez, cette vision et ce modèle qu'on a envie d'avoir sur le papier ou dont on rêve, à une réalité. La réalité, c'est aussi que quand il faut acheter sa paire de chaussures... Alors moi, j'imaginais tout à fait ça en Chine, une usine, on appuie sur un bouton, il y a les chaussures qui sortent et elle arrive dans sa boîte, sans citer de marque chinoise. Mais ça existe, c'est quand même une réalité, cette fast fashion de produits pas très chers, accessibles. Vous me disiez, quand on préparait le podcast, avant, une paire de chaussures, c'était une chaussure, une vie. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on a de paires de chaussures, mais beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un antagonisme entre ce modèle français dont on rêve et cette réalité de consommation qu'on décrit, mais qui est bien là, hein? Alors, je ne sais pas si c'est un modèle français dont on rêve, parce que ce modèle, il doit être international, sinon on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, il faut qu'on soit aligné. Enfin, je veux dire, on peut essayer de faire des choses en France, et Dieu sait que la France pousse au niveau des réglementations. Je pense que nos agriculteurs pourront vous en parler en ce moment, mais pas que. Mais il faut qu'on soit aligné, quoi. Et c'est vrai que le modèle d'éco-conception de mon grand-père, quand il a créé Paraboot, c'était une chaussure égale une vie. Et en fait, on n'en changeait que quand vraiment on avait les arpillons qui tenaient plus dans la chaussure. Et encore, la chaussure, elle n'était pas jetée, elle était réparée et transmise à votre frère, votre sœur, votre cousin, votre neveu. Enfin, voilà, je veux dire, ça durait. On a installé un autre modèle où on a voulu donner l'accessibilité à des choses que les gens n'avaient pas la possibilité d'avoir. Moi, je trouve que le fond est bon, est super bon. Voilà, de temps en temps, sauf que la machine, elle s'emballe et du bon, on passe à quelque chose de mauvais. Et c'est là où il faut qu'on réfléchisse. Et aujourd'hui, je me dis, oui, on a cette chance d'avoir plusieurs paires de chaussures dans notre dressing. Mais est-ce qu'il faut en avoir des dizaines, des vingtaines ou autres? Ou est-ce qu'il faut en avoir en disant, au bout de 3 mois, je jette et je passe à autre chose? Je pense que ça, c'est aussi une conscience de chacun. Et souvent, on m'oppose le pouvoir d'achat. Alors oui, c'est clair, une paire de Paraboot, c'est 450 € en moyenne. Je suis consciente qu'il faut pouvoir les mettre sur la table. Mais en même temps, aujourd'hui, je vais vous parler de retour client, où une paire de Paraboot, ça dure 5 ans, ça dure 10 ans, ça dure 20 ans. Contre bon soin, bien sûr, déjà, on va parler d'entretien, contre un peu de la réparation, puisque nos modèles sont réparables. Donc, voilà, il y a des choses qui sont faisables. On parle d'un investissement. Après, je pense que ça fait plaisir d'avoir une paire de baskets, ça fait plaisir d'avoir une paire de sandales, d'avoir une paire d'espadrilles, Mais si on les garde et qu'on les utilise en fait à plusieurs moments de notre vie, à plusieurs moments de l'année, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Le souci, il est de ne pas garder parce que aujourd'hui, c'est le jaune qui est à la mode, demain, c'est le rouge, après, c'est les talons, après, c'est les baskets. Et là, on s'emballe, mais on s'emballe dans plein de choses. On s'emballe dans la nourriture, on s'emballe. Et résultat, c'est difficile pour les entreprises de savoir quelle stratégie adopter. Mais je pense que c'est difficile aussi pour nos pouvoirs publics de nous accompagner parce qu'il y a trop de diversité. On arrive au terme de ce podcast. J'avais juste une dernière question sur un pan de votre activité qu'on n'a pas encore abordé, qui est le rôle que vous jouez au sein de l'incubateur des entreprises du cuir. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans cet écosystème de start-up? Est-ce qu'il attire? Il y a de la création? Ah oui, j'ai la chance d'être présidente de Au-delà du cuir, ADC, qui est le premier incubateur de la filière. Il a un peu plus de 10 ans maintenant. Et on incube, alors ce n'est pas des tout petits, ils ont déjà une preuve de conseil, une preuve de marché. On vient de sélectionner la nouvelle promotion 2025. Et moi, j'y crois parce qu'aujourd'hui, souvent, quand on dit la chaussure, oui, c'est fini, en France ou ailleurs d'ailleurs, moi, je vois tous les jours, en fait, des jeunes qui viennent et qui veulent créer leur marque de chaussures, qui veulent créer même leur atelier. Alors, il y a de la chaussure, il y a de la maroquinerie, mais en tout cas, qui croient, aux produits cuir ou, je dirais, matériaux alternatifs, mais qui créent avec ce besoin de savoir-faire, de reconnaissance sur des produits du quotidien. Donc je pense que non, c'est encore un bel avenir, résultat. Ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Clémentine Collin-Richard, pour votre témoignage ce matin. Merci à vous pour l'invitation.